Bonjour à tous. La sélection variétale permet d'améliorer les variétés de blé tendre depuis plus d'un siècle. Ce progrès est visible en comparant les caractéristiques des variétés anciennes et modernes. Aujourd'hui, nous allons décrire la mise en œuvre du processus de sélection. Et pour nous expliquer tout ça, je suis avec Aubry Laurent. Bonjour Aubry. Bonjour. Aubry, je vous présente, vous êtes technicien d'expérimentation semences et variétés, responsable contrôle variétal céréales à paille chez Arvalis. Alors tout d'abord Aubry, parlez-nous des origines de la sélection variétale. Alors, les origines de la sélection variétale, les fonds génétiques vont être constitués de plusieurs origines. Donc on a une première origine qui sont les blés de variété française, de population française, et qui sont des blés qui sont arrivés il y a 5000 ans sur notre territoire et qui sont adaptés localement. Ces variétés sont caractérisées par une diversité génétique, mais une adaptation à un territoire particulier. Donc ces variétés vont être exclusivement cultivées jusqu'aux années 1840. À partir de 1840, on va avoir de nouveaux flux génétiques qui vont arriver, avec notamment des populations ukrainiennes qui sont importées pour leur qualité meunière et ces populations vont être cultivées aussi dans la région d'Aquitaine, on les appelle aussi les blés d'Aquitaine, et vont avoir un certain succès donc sont caractérisés, donc, comme je l'ai dit, pour leur qualité meunière. Par contre, ont comme faiblesse d'être assez sensibles aux maladies. En parallèle de ça vont arriver par le nord de la France des variétés dites anglaises qui sont elles caractérisées par une certaine résistance aux maladies, une bonne productivité et une certaine tardivité. Donc ces blés vont aussi être cultivés donc, dans les zones nord de la France. Et à partir de 1840, la famille Vilmorin va avoir un impact assez important dans la sélection française, puisqu'ils vont commencer à pratiquer la sélection dirigée. Jusqu'alors, en fait, l'évolution des variétés était uniquement faite par des pressions de milieu et de façon induite, sans volonté vraiment directe de sélectionner certains caractères. Les Vilmorin vont commencer à pratiquer la sélection moderne en croisant, en forçant les croisements en fait entre deux plantes, en créant un parent mâle et un parent femelle, et en faisant donc en croisant, donc en faisant la castration. Donc le premier blé qui va être inscrit sous cette méthode-là est Datel, qui est issu de croisement de deux blés anglais. Donc l'intérêt génétique d'un croisement de deux blés de mêmes origines est assez faible, mais par contre assez rapidement, les Vilmorin vont comprendre que on a une bonne complémentarité entre les différentes origines qu'on a vues, des blés de population française qui sont adaptés localement, des blés d'origine ukrainienne qui sont de bonne qualité boulangère, et des blés d'origine anglaise qui eux sont assez productifs, assez peu sensibles aux maladies. Donc l'idée qu'il a eue, c'est d'essayer de combiner ces trois origines et d'associer les intérêts de ces trois origines. Donc d'ailleurs les blés Vilmorin vont avoir un certain succès. Donc il y a une grande série de blés Vilmorin. Donc ils vont finir par marginaliser finalement la culture de variétés de population. Et vont aussi donner envie à d'autres agriculteurs de pratiquer la sélection. Donc on va avoir deux bassins très actifs au niveau de la sélection française, un notamment dans le nord de la France et un dans le bassin parisien, d'où sont originaires les Vilmorin. Donc on a donc les Vilmorin 27, mais on va avoir donc d'autres variétés qui, ça donne aussi des variétés type Capelle. Donc Kip Capelle, c'est ce qu'il y a ici, c'est bien ça? D'accord, ok. Et est-ce que ce n'est pas peut-être problématique d'utiliser toujours les mêmes variétés pour en créer de nouvelles? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, beaucoup d'agriculteurs sont mis à la sélection, ont utilisé même fonds génétiques. Donc effectivement, vers les années 1930, certains scientifiques commencent un peu à s'alarmer de l'utilisation répétitive des mêmes géniteurs. Et c'est vrai que l'intérêt qu'il y a pu y avoir à mixer un peu ces trois origines est arrivé au bout de la démarche. Donc effectivement, à ce moment-là, on commence à chercher à introduire des gènes exotiques. Donc en fait, on va chercher d'autres variétés qui poussent sur d'autres endroits du globe et qui ont des caractères qui ne sont pas forcément dans les blés qui étaient sélectionnés issus des origines qu'on a vues. Donc c'est le cas ici donc avec Étoile de Choisy. On va aller chercher de la précocité dans des variétés italiennes. Donc on peut aller chercher une variété qui s'appelle Ardito. On peut aussi chercher de la qualité boulangère avec des variétés canadiennes. C'est le cas ici de Champlain qui a comme parent Red Fif, et aussi la résistance à l'averse avec des gènes de nanisme avec des variétés italiennes. Donc
Autre chose ici, hardy, on va aussi chercher des résistances aux maladies avec des variétés américaines, mais on va pouvoir aussi aller chercher de la diversité dans ce qu'on appelle des plantes apparentées. Donc c'est-à-dire que ce sont des plantes cousines du blé, et on va donc faire des croisements, un peu forcer le croisement entre ces plantes cousines du blé et des plantes blé pour obtenir notamment des gènes de résistance aux maladies. Et c'est le cas ici avec Maris Hussmann où en fait un de ses parents était comme Timophévie, qui est une plante apparentée au blé, mais qui n'est pas à proprement parler un blé. Donc c'est aussi le cas avec Roison. On va chercher encore d'autres gènes de résistance, donc là pour toujours aux maladies, avec des espèces apparentées, donc notamment avec le piétin vert, c'est le gène PCH1. Merci beaucoup, Aubry. Est-ce que par cette méthode, est-ce que c'est uniquement par cette méthode qu'on va chercher de la diversité génétique, ou est-ce qu'il en existe éventuellement d'autres ? On va ici chercher la diversité génétique. On va essayer d'explorer différemment en fait la diversité génétique, notamment donc avec des méthodes de laboratoire. C'est le cas pour Florin. Ici, on va utiliser l'aplométhode. Donc en fait, on va mettre en culture, en laboratoire, les anthères de blé, régénérer des plantes pour n'exprimer qu'une partie en fait de la ressource génétique, de la plante candidate. Ça va être aussi le cas ici pour d'autres choses type pour les hybrides. Donc ici on a le cas donc avec Courtel, Jade, Monza et Ménil. Donc ce sont les premiers hybrides commercialisés. Ces hybrides en fait, le fait de faire un hybride, au lieu de faire, on fait un croisement à grande échelle entre deux parents, et au lieu de faire de la sélection plusieurs années pour essayer de fixer un type particulier, on va directement commercialiser en fait l'hybridation F1. Donc c'est une façon différente d'exploiter le patrimoine génétique. Et dernier point, on va avoir ici Renan qui lui donc a une résistance maladie assez intéressante, et donc là on va chercher à exploiter différemment le patrimoine génétique en essayant d'accélérer un phénomène qui est complètement naturel, c'est ce qui est la mutation. En fait, toute plante est amenée à muter à petite échelle en fait dans l'état naturel, et on va essayer d'utiliser des méthodes qui accélèrent ces mutations pour essayer de trouver des géniteurs intéressants. Et donc c'est le cas, comme je l'ai dit, pour Renan, où un de ses parents est issu de mutagénèse. Merci beaucoup Aubry Laurent pour ces explications très claires. Je vais désormais rejoindre votre collègue Agnès Triguet qui se trouve juste à ma droite. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, je vous présente, vous êtes ingénieure service du pôle variété et génétique chez Arvalis. Agnès, quels sont les enjeux de la sélection variétale ? Alors les enjeux sont multiples. Comme Aubry vous l'a montré, il y a eu une évolution au fur et à mesure des décennies pour répondre justement à une évolution aussi des enjeux qui sont arrivés au fur et à mesure. Actuellement, ce qu'on recherche finalement d'une variété, c'est de répondre à différents critères. La productivité, c'est quand même l'un des premiers buts lorsqu'on produit une culture, donc production de grains ou de paille. La résistance aux maladies, donc ça on l'a vu grâce au progrès génétique au fur et à mesure, on a amélioré le comportement des variétés vis-à-vis de différentes maladies. Alors c'est le cas notamment pour une maladie qu'on appelle la fusariose, qui peut créer notamment des problèmes de qualité sanitaire du grain en produisant des mycotoxines. Et là, typiquement, dans les années assez récentes, 1998, on a des variétés qui sont arrivées, qui ont vraiment amené un gap en termes de progrès. Donc, comme par exemple la variété Apache, qui vraiment a permis d'améliorer notablement ce critère. Et puis d'autres ont suivi évidemment. Pour les maladies foliaires, on a des variétés assez récentes, LG Absalon, qui ont réussi à bien combiner justement un pool de résistance aux différentes maladies foliaires. On a aussi, on regarde quand même le comportement aussi des variétés vis-à-vis de l'averse pour éviter des pertes en production et des pertes qualitatives également. Tout ce qui est qualité technologique est étroitement regardé. Il ne faut pas oublier que tous les produits qui sont faits à partir de céréales subissent de la transformation. Donc en fonction du type de débouché, on va forcément chercher des critères qui peuvent être un peu différents. On a eu une nette amélioration du PS au fur et à mesure avec les dernières variétés inscrites. Et puis du coup, on essaye de répondre, de combiner finalement ces différents critères. On essaye de trouver la variété qui va nous permettre d'avoir un maximum de ces critères recherchés, mais tout est affaire de compromis. Donc finalement, on cherche une combinaison adaptée à un secteur donné. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule combinaison idéale, si je puis dire, recherchée par les sélectionneurs ?
Alors non, il y en a évidemment plusieurs des combinaisons parce que une variété doit réussir à s'adapter à l'endroit où on la produit également. Donc on a différents types de contextes climatiques, différents types de contextes de sol. On a également différents débouchés, donc les grains ne sont pas forcément utilisés pour les mêmes raisons. On peut avoir pour une utilisation meunière, que ce soit en France ou pour de l'export. On peut également avoir une utilisation pour de l'alimentation animale, hein, pour l'élevage. Donc du coup déjà en fonction de ça, on va forcément pas chercher les mêmes propriétés qualitatives des variétés. Et puis on a également un contexte qui peut évoluer en termes de bioagresseurs. Donc au fur et à mesure des années et en fonction des endroits où on se situe, eh ben, on peut rechercher telle résistance à telle maladie ou dans un autre bassin de production à tel autre, parce que finalement les maladies ne se retrouvent pas forcément toutes au même endroit. Donc il y a vraiment une diversité de combinaisons qu'il faut chercher et ça passe par connaître le milieu dans lequel on produit nos différentes céréales. Très bien, Agnès. Une dernière question avant que je ne vous laisse tranquille. Est-ce que ces différents enjeux sont stables dans le temps ? Alors non, en fait, ils sont vraiment en perpétuelle évolution et finalement, c'est un petit peu ce que Aubry a montré. Vous voyez que au fur et à mesure des années ou des décennies, de nouveaux enjeux ont pu arriver parce que une maladie, un ravageur qui n'existait pas ou du moins qui n'était pas aussi impactant a commencé à bien se faire sentir. Donc, au fur et à mesure, il a fallu trouver de nouvelles solutions pour lutter contre, par exemple, ce bioagresseur. Et la variété fait vraiment partie d'un des leviers qu'on peut actionner et qui peut rendre de fiers services. Donc voilà, donc ça a toujours évolué, ça évolue encore maintenant. Parfois, ça vient de changements de réglementation. Quand on arrête, ou en tout cas quand on ne peut plus utiliser certaines solutions, on peut se tourner vers la variété pour essayer de nous aider à gérer un accident ou une problématique. Et puis, il y a évidemment le contexte sociétal. Bon, voilà, on sait bien que la préoccupation environnementale est quand même nettement plus importante à l'heure actuelle qu'il y a quelques années. Et donc, du coup, il faut en tenir compte aussi pour pouvoir répondre à l'enjeu de la réduction des produits phytosanitaires. Et la variété est là pour nous aider à remplir cet enjeu. Et puis il y a quand même un enjeu qui est extrêmement important et dont on parle beaucoup et qu'on sent tous les ans, c'est le changement climatique. On sait très bien que voilà, on a des coups de chaud, des coups de sec qui ne se produisaient pas forcément avant. Des périodes avec des excès d'eau, etc. Et donc du coup, la variété peut être là aussi pour tenter d'apporter une solution, une réponse. Donc on va chercher des variétés qui sont de plus en plus finalement passe-partout, ou du moins qui vont être capables de résister à peu près tous les accidents qui peuvent exister. Donc ça, c'est un sacré défi pour les sélectionneurs, puisque quelque part, il faut être un peu visionnaire quand on fait de la sélection. Il faut essayer d'imaginer les problématiques que l'agriculteur ou le monde agricole va avoir demain pour, très en amont, essayer de sélectionner la variété qui répondra à cet enjeu. Or, la sélection met énormément de temps. Pour sortir une variété, c'est vraiment un processus long. Donc, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui sont faits par les sélectionneurs et par des partenaires pour essayer de mieux connaître la génétique des variétés en amont pour choisir les parents qui pourront donner les variétés de demain qui répondront à ces différents enjeux. Merci beaucoup Agnès Tréguier. Je remercie une nouvelle fois votre collègue Aubry Laurent pour toutes ces explications. On retiendra donc que la création variétale est un des leviers pour répondre tout d'abord aux enjeux actuels comme la résistance aux maladies, mais également à ceux de demain comme une meilleure adaptation au changement climatique.